Voilà, Monsieur Mundele Mbumba Serge Gaston, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat. Première question qui me vient en tête, comment êtes-vous arrivé dans l'artisanat? Bon, merci à vous. Comment je suis venu à l'artisanat? Non seulement je suis arrivé ici par passion, mais c'est aussi parce que j'ai été commis par l'administration en charge de l'artisanat. J'ai bénéficié de la confiance du gouvernement qui m'a placé à la tête de cette administration qui assure la promotion de l'artisanat congolais. Voilà. Dans la mesure où la majorité des acteurs opèrent dans le secteur informel, comment vous vous organisez pour réguler cet environnement? Bon, il est vrai qu'une bonne partie des activités économiques de l'artisanat sont dites informelles, certainement aussi à tort, parce que les acteurs de l'artisanat sont identifiés par nos services et s'acquittent de leurs formalités administratives correctement. Ils participent aussi au paiement du fisc, mais qu'à cela ne tienne, on a mis en place un mécanisme de prise en charge et de la maîtrise de cet environnement par la structuration des activités économiques de ce secteur. On a procédé par le regroupement associatif métier par métier, ce qui facilite le contact et les rapports entre nous et les artisans, mais aussi entre les artisans et les différents partenaires au développement qui se rapprochent souvent des artisans pour plusieurs projets de développement. Voilà. En ce qui concerne les projets de beaucoup d'artisans, comment vous faites pour les accompagner? On a à notre sein plusieurs mécanismes d'accompagnement des artisans. D'abord, nous intervenons comme encadreurs techniques. On leur apporte par le biais d'un certain nombre de sessions de formation qu'on organise avec nos partenaires pour renforcer leurs compétences techniques. C'est la première des techniques, parce qu'il faut que les acteurs soient performants et compétitifs. Il y a aussi des appuis d'ordre financier qu'on apporte autour des regroupements associatifs déjà mis en place. Parce que individuellement, puis on ne peut pas assister un artisan parce que la nomenclature des métiers de l'artisanat du Congo a près de 242 métiers et cela n'est pas évident de s'en occuper individuellement, d'où en procédant par la structuration telle que je vous ai dit en amont, ça permet de prendre en charge métier par métier. Et donc, on s'occupe de toute une corporation, on s'occupe du développement de chaque corps de métier et de l'encadrement de ce corps de métier. Voilà. Et quelle est la participation de l'artisanat dans le PIB congolais? Bon, généralement, pour donner des chiffres exacts, il faut qu'il y ait des statistiques fiables. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il est hasardeux de procéder à énoncer des chiffres. Mais ce qui est important, le dernier recensement fait en faisant la cartographie du secteur informel, il s'est avéré que 85% des activités économiques du secteur informel sont tenues par les artisans. Et nous savons aussi que tous ces artisans qui excellent dans nos différents capitales, pour une grande partie, ils contribuent au fisc, ils payent leurs taxes normalement, ils payent les impôts, ils payent la patente. C'est au niveau des statisticiens de se rapprocher des services économiques là où ces acteurs interviennent pour essayer de donner un chiffre exact. Mais pour vous donner une idée, au Burkina Faso, c'est 15 à 20% du PIB est tenu par les artisans. Mais l'activité de l'artisanat au Congo est très dense. Métier par métier, c'est très dense. Et loin de donner un chiffre comme ça, je pense que sans statistiques fiables, on tourne autour de 3 à 4%, peut-être 5%. Mais avec les vraies statistiques, ça peut être au-delà. Parce que nous traversons une période de crise, mais cette crise n'a pas frappé les producteurs de l'artisanat comme tel, parce qu'ils continuent à produire, ils continuent à vendre, ils continuent à prester des services économiques auprès des usagers. Et ce qui est encourageant, d'où il faut qu'il y ait un regard plus attentif des pouvoirs publics en termes de
prise en charge de ce secteur. Voilà, en ce qui concerne la région Afrique centrale et puis le continent africain, quelles sont les mesures que votre agence met-elle sur pied pour favoriser une vision continentale, régionale? Alors, la vision continentale du développement de l'artisanat en Afrique se déroule dans une plateforme qu'on appelle CODEPA, c'est-à-dire la coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Et le Congo est membre de cette plateforme. On a eu à assurer la présidence de cette plateforme au niveau ministériel pendant 2 années consécutives, de 2011 à 2012. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les politiques et stratégies de développement de l'artisanat se situent à ce niveau. Et nous sommes partie prenante. Et il y a 2-3 ans, parmi les stratégies qui étaient mises en place au niveau de l'Afrique, c'était la mise en place des galeries virtuelles d'exposition et de vente des produits artisanaux en ligne. Et notre pays, pour le compte de l'Afrique centrale, a été retenu pour une galerie virtuelle pour l'Afrique centrale. Et cette galerie se situe à Pointe-Noire, autour du groupement des artisans congolais. Donc, pour ce qui est de la sous-région Afrique centrale, c'est la même chose. L'Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique centrale, soucieux du développement de leur artisanat, sont membres du CODEPA. Et c'est au niveau du CODEPA, en ce moment, qu'on est en train de faire un vrai plaidoyer au niveau de l'Union africaine pour qu'il y ait une commission en charge des questions de l'artisanat. Parce que ça n'existe pas encore, et ce qui fait qu'on a du mal à percevoir l'importance de ces secteurs parce qu'on ne veut pas le mettre en lumière, alors que tout le monde est pertinemment conscient que l'artisanat intervient dans toutes les stratégies de prise en charge des groupes sociaux vulnérables, que ce soit des stratégies de sortie de pauvreté, que ce soit des stratégies de production de richesses. Au centre, il y a toujours des artisans. Et voilà, pendant votre présidence à la tête de l'agence de l'artisanat, le Congo a-t-il bénéficié des opportunités concernant l'activité informelle dans l'artisanat? Bon, les opportunités, il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame. Quand on parle informel, on ne peut plus parler opportunité parce que quand on parle informel, on parle d'un secteur vulnérable, fragile, incontrôlé, incongru. Et ces concepts-là, de fois, viennent perturber la vraie donne. En matière de l'artisanat, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, il faut bâtir des stratégies pour que ces opportunités deviennent réelles pour ces acteurs. Je prends un exemple. Nous sommes en phase de la rentrée scolaire. Les artisans regroupés par nous au sein de 2 associations, Congo Meubles et Serpe Bois, ont bénéficié de la part de la Fondation Congo Assistance de la Première Dame du Congo d'une commande de milliers de tables-bancs. Ils l'ont fait, ils se sont partagés les tâches, ils ont produit les tables-bancs. Là, ils attendent la remise officielle de ces tables-bancs. C'est ça les opportunités réelles. C'est-à-dire, quand ils sont structurés, on collabore en bon terme, il y a des voies et moyens d'interpeller les pouvoirs publics ou même des hommes d'affaires, de savoir que en termes de production, les artisans sont là. Et les artisans congolais, pour la plupart, ils sont très compétitifs. Parce que n'oublions pas que c'est un secteur d'activité là où la passation du savoir, en dehors des transferts de compétences académiques, scolaires ou d'apprentissage, il y a la passation ou le transfert du savoir de génération en génération, de père en fils, qui se fait vraiment de la très bonne manière possible. Voilà, vous qui êtes directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat, quelle est votre vision pour faire de l'artisanat congolais une vision internationale, aller à l'échelle internationale, d'autres horizons, pour que d'autres horizons puissent découvrir au moins l'artisanat congolais? Quelle est votre vision sur cette question? Ma vision sur le développement de notre artisanat est simple, se fonde sur les ambitions de ces acteurs. Tout artisan congolais veut montrer à l'opinion ou aux différents passionnés de l'artisanat leur savoir-faire. Et à ce titre, il y a des grands rendez-vous planétaires qu'on ne peut plus s'en passer. Il y a le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui est une vraie plateforme de valorisation de l'artisanat africain. Et
à chaque fois qu'on y est participé, on a fait découvrir un artisan congolais. On a eu à amener à Ouagadougou un artisan qui s'appelait Tabangoya, qui est dans la céramique, qui, en pleine exposition, s'est permis de former une douzaine des enfants burkinabés de moins de 15 ans à ces techniques de céramique. C'était formidable. Il s'est fait valoriser tout en présentant aussi son chef-d'œuvre dans le pavillon de la créativité. Et ce genre de plateforme, on emmène pour valoriser. Donc aujourd'hui, pour que le monde entier sache que le Congo a un artisanat compétitif, c'est d'aller vers les plateformes planétaires. Il y a le CIAO pour l'Afrique, mais il y a aussi des créneaux commerciaux comme l'AGOA, qui est la loi sur les opportunités d'investir aux États-Unis, qui permet par exemple aux États comme les nôtres de vendre nos produits sans frais douanières. Donc il n'y a pas de barrière douanière pour les produits de l'artisanat. Mais cette vision permet quoi? Il y a un marché qui existe, maintenant il faut organiser la production. Et en organisant la production, à ce niveau, les artisans subissent ce que pratiquement tout le secteur privé subit, c'est-à-dire l'accès au crédit et au financement. D'où ma vision, c'est quoi? Faciliter l'accès au crédit aux artisans pour qu'ils accroissent leur production, appuyer, soutenir la production et mettre en valeur cette production. Le reste, ils ont un savoir-faire et la clientèle et les passionnés des produits artisanaux existent. Est-ce que le mécanisme a été déjà enclenché? Vous avez déjà mis ce mécanisme en place déjà avant? Le plus long chemin commence par le premier pas. Les réflexions, on en a fini déjà au niveau interne de l'agence. On partage avec les autres administrations qui concourent aussi au développement de l'économie parce que l'artisanat, qu'on le veut ou non, c'est un maillon économique. Et il nous fallait arriver à apporter à ceux qui ont, eux, la charge de réfléchir sur le développement et la diversification de notre économie, de prendre en compte l'artisanat dans la stratégie de diversification de notre économie. Une fois fait, le reste va s'enclencher naturellement. Alors, quels sont les premiers consommateurs des produits de l'artisanat congolais? Question intéressante. Les premiers consommateurs de produits de l'artisanat congolais, ce sont les Congolais, naturellement, et tous ceux qui fréquentent notre pays, et tous ceux qui sont passionnés de l'artisanat par le monde. Et comme j'ai dit, la clientèle de l'artisanat est fonction de la qualité de la production. Et si je prends le cas de la sculpture, nous, notre pays, on a eu le privilège d'avoir un grand sculpteur qui s'appelait Massengo, qui a laissé son nom à tout un quartier périphérique. Ce monsieur-là a été le meilleur sculpteur de l'Afrique équatoriale française pendant 5 ans d'affilée. Et aujourd'hui, ce sont ses arrière-petits-fils qui ont pris la relève. Donc, les consommateurs, c'est tous les passionnés du fait main. Parce que, à la base, l'artisanat, c'est toutes les activités qui se font avec la main. Et l'avenir est fait avec les mains. Et à partir de là, les consommateurs, ils sont de par le monde, ils sont de partout. Donc, avec les nouvelles technologies, on pense qu'on va développer des aspects de vente en ligne parce que la clientèle n'est pas que... À la base, c'est congolais, oui. Les Congolais vont faire le marketing de leurs produits et les autres peuples vont s'y intéresser. Et le touriste s'appuie généralement sur l'artisanat pour son attractivité. Voilà, depuis que vous êtes à la tête de l'agence de l'artisanat, avez-vous organisé des événements qui visent à promouvoir l'artisanat congolais de la sous-région? Bon, dans la sous-région, les activités de valorisation, je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans le CODEPA, donc la coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Et dans cette plateforme, il y a les calendriers des événements déjà connus et structurés. Par exemple, en Afrique centrale, le plus grand salon au jour d'aujourd'hui, c'est le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIAC. On y participe régulièrement. Et à notre propre niveau, ça fait 2 années, 3 ans maintenant que je suis ici. On a eu le Salon de l'artisanat de Pointe-Noire. On a eu le Salon de l'artisanat de Pointe-Noire, c'est un salon qui prend en compte tous les corps de métier. Mais il y a eu un salon spécifique
comme on dit, le salon spécialisé, c'est le salon des métiers du bois qui ne concernait que les acteurs, les producteurs qui ont comme matière le bois et ses dérivés. Donc les sculpteurs, ceux qui travaillent la liane, ainsi de suite. Et on a eu aussi des activités avec des partenaires. On s'est brassé avec nos amis du Cameroun nos amis du Maroc dans la semaine de l'artisanat marocain. C'était un brassage ici chez nous. Et du point de vue culturel aussi, la transversalité des activités artisanales a fait qu'on a eu à faire une activité avec nos amis de la culture. Et on continue à chercher des voies et moyens. Moi-même, je me suis déplacé sur invitation du gouvernement américain pour voir comment bénéficier ou intégrer les artisans dans ce circuit de distribution qui est les États-Unis d'Amérique par le canal AGOA. C'est des bonnes perspectives et je pense que on est en train d'essayer de faire ce qu'on peut avec les possibilités qui sont les nôtres. Voilà, le processus de labellisation pour le Made in Congo a-t-il déjà vu le jour? Si oui, dans quel secteur d'activité? Bon, pour bien répondre à cette question, il est quand même important de restituer quand même l'historique de notre économie brièvement. L'économie congolaise a d'abord vécu comme économie planifiée, parce que c'était le régime politique de l'or. Et ce qui fait que c'est récemment, dans les années 90-92, qu'on a réintégré l'économie de marché qui a ses exigences. Et on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf, il faut suivre quand même l'évolution des choses. La labellisation est encore en cours, il y a une agence de normalisation qui vient d'être mise en place et des structures qui sont mises en place pour aller vers la labellisation parce qu'on ne labellise pas pour labelliser. Avant de parler labellisation, il faut que tout ce que nous sommes en train de développer ici comme métiers artisanaux, que chaque métier arrive à intégrer son industrie. Je prends un cas, la mode débouche sur l'industrie de la mode. Donc tout ce qui est couture, modéliste, styliste, ils doivent aller vers l'industrie de la mode. C'est en atteignant ce résultat que l'on peut coller une labellisation. Pas au moment où les couturiers sont encore éparpillés et la perfection n'est pas encore. Dans le monde même de la vannerie, c'est la même chose. On a certes des beaux salons en liane, des objets extraordinaires en liane, mais il faut que là aussi, on arrive à une semi-industrie, c'est-à-dire la production s'accroisse pour coller une labellisation. Pour l'instant, il faut d'abord parler de la protection des œuvres, parce que labellisation rime avec protection des œuvres. Parce qu'avant de labelliser, il faut d'abord protéger aussi l'œuvre. Il ne faut pas labelliser ce qui ne t'appartient pas. Donc c'est un processus, c'est des techniques qu'il faut bien s'approprier et que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour aller vers ce Made in Congo qui verra le jour après avoir perfectionné notre secteur productif. Voilà, avant-dernière question, quelles sont les offres que l'agence offre? Les offres en termes de l'artisanat. Bon, tout à l'heure je vous disais par exemple, la base d'offres chez nous, c'est la qualité de nos artisans. C'est-à-dire pour tous les usagers qui peuvent nous contacter sur telle ou telle prestation, notre répertoire permet de mettre à leur disposition les meilleurs de notre artisanat. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que l'aspect informel, je ne partage pas trop ça. Parce que la prise en charge des activités économiques est du ressort de l'État. Les citoyens ne sont pas censés tout savoir. C'est comme les artisans. C'est un monde passionné. C'est des acteurs très, très simples, très modestes, très humbles. Mais ils ont un savoir-faire. En dehors de leur savoir-faire, ils ne connaissent pas d'autre chose. Donc, les offres, eux, ils attendent de nous. Nous, on fait des passerelles entre ceux qui ont des besoins, qui veulent satisfaire leurs besoins, et les différents artisans qui ont les solutions à ces besoins-là. Et c'est ça le rendez-vous de l'offre et de la demande comme telle dans le milieu de l'artisanat. Parce que chaque secteur d'activité, en parlant de l'offre, c'est des techniques bien précises. En parlant de l'offre dans l'artisanat, c'est le brassage entre ceux qui ont des besoins
Et ceux qui répondent à cela, je prends un exemple, vous allez vous marier le week-end, vous voulez que votre femme soit la plus belle de la planète, eh bien vous avez besoin d'une esthéticienne et on va vous présenter le meilleur salon de la place. Si vous êtes à Pointe-Noire, c'est ce qu'on va faire. Vous voulez avoir une maison particulière, on va vous chercher des ouvriers maçons qualifiés dans chaque étape de votre construction et vous ne serez pas dessus. C'est ça notre rôle au milieu, parce que l'agence est au cœur de la valorisation des artisans. Donc notre mission fondamentale, c'est valoriser les artisans, valoriser leur production pour faciliter la commercialisation. C'est des concepts qui cachent beaucoup de missions, beaucoup de tâches pour y arriver. Voilà. Et une question comme ça, dernière minute. Le ministère de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises de l'artisanat a envoyé quelques artisans en Chine pour une formation, pour développer plus de connaissances. Je crois bien que c'est dans votre domaine. Quelle a été les retombées? Est-ce que c'était satisfaisant ou ils étaient revenus ici et que le gouvernement a eu vraiment des échecs? Merci. Avant de répondre à cette question, puisqu'on est sur la valorisation, la bonne valorisation, c'est aussi de créer les conditions que toutes les administrations facilitent la commercialisation des produits artisanaux. Voyez-vous, tout à l'heure, vous avez posé une belle question sur qui est le client de notre artisanat, les consommateurs. Mais il y a une gamme de clients qui viennent de l'extérieur. Quand ils parlent de notre pays, ils ont quelques tracasseries administratives au niveau de l'aéroport. C'est là que je lance mon cri de cœur d'abord aux artisans de savoir qu'il y a des documents fondamentaux qu'on donne à ceux qui achètent leurs produits pour sortir du pays. C'est des documents, c'est des simples formalités qui ne sont pas chères, qui ne dépassent même pas 3 000 francs CFA. C'est des papiers administratifs authentifiés par les cadres de l'État que nous sommes pour certifier que oui, monsieur Intel va sortir du Congo à telle date. Il a dans ses bagages tel produit de l'artisanat, tel produit de l'artisanat, et nous sollicitons tous les services de faciliter sa sortie. Avec ce genre de papier, s'il y a problème, les services peuvent intervenir. Donc c'est une question de conscience générale pour pallier à cette tracasserie qui freine la commercialisation des produits artisanaux, et ça met un frein à tout l'effort qu'on fait en amont pour que les gens s'y intéressent. Maintenant, concernant ceux qui sont partis en formation, tout à l'heure je vous disais que on ne peut que parler de labellisation, de tout ce qu'on vient de dire, que si on a des productions de qualité. Et la formation concourt à cela. Un artisan bien formé ne peut que produire un bon travail. Il y a eu plusieurs vagues des acteurs qui sont partis. Cette fois-ci, ils sont rentrés à peine hier. Ils sont partis pour les techniques du rotin et de la lierre. Et vous savez bien que toute la planète est frôlée des produits du rotin. Et il était important que nos artisans et artisanes qui ont l'habitude de travailler cette matière première et ceux qui travaillent dans d'autres matières, il fallait qu'ils apprennent ces techniques pour améliorer leur production. Et ça s'est très bien fait parce que l'innovation qui a été apportée, c'est que les menuisiers qui ont été joints au groupe des vanniers, il y a 2 menuisiers qui sont sortis les premiers, parce que la formation c'est quoi? C'est une espèce de compagnonnage. On vous met dans le tas avec les vanniers chinois, vous apprenez, vous développez votre savoir-faire, vous regardez comment ça se passe, et chacun produit une série d'articles que l'on juge sur place. Regardez un menuisier qui met en difficulté les vanniers professionnels, ça c'est intéressant, et ça nous intéresse nous. Et d'ici là on va les recevoir comme on a l'habitude de faire pour essayer de les mettre toujours ensemble. Vous avez vu au début de notre entretien, je vous avais dit que la meilleure façon de combattre ce que l'on dit informel, c'est de les structurer. À partir de là, le rapport est établi. Parce que le vrai problème, on traite les acteurs économiques de l'artisanat d'informel parce que le pont qui lie l'administration à ces acteurs est coupé. C'est-à-dire, on les traite selon l'administration. L'administration du commerce les traite comme des commerçants alors qu'ils ne le sont pas.
l'administration économique les traite comme les grands hommes d'affaires, ce qui n'est pas le cas. L'artisan est artisan jusqu'à la fin de sa vie. La loi le protège comme tel. Même si il stocke les matières premières pour l'intérêt de sa production, même s'il ouvre une boutique pour la vente de sa production, il ne devient pas commerçant, il reste artisan. Ce qui fait la force de l'économie française et même de la société française, c'est ça. Ils ont su mettre en valeur leur artisanat. Et le plus grand et le plus beau slogan de l'artisanat, je pense que c'est la leur. L'artisanat français, c'est la première entreprise de France et le premier employeur. Voilà, Pourquoi pas les nôtres? Et on peut dire que le résultat est satisfaisant? Le résultat de ceux qui sont formés jusque-là est très satisfaisant parce que, voyez-vous, l'Afrique, tout comme le Congo, n'a pas encore développé des grandes capacités d'apprentissage des métiers. On ne retrouve pas les grandes écoles de métiers ici. Pourquoi? Mais parce que c'est des corps de métiers qui ont été laissés pour compte. On a mis l'accent sur l'exploitation forestière, la production pétrolière, le commerce des services. Point de part, c'était ça la structuration de notre économie et de la plupart des pays de l'Afrique. Maintenant, il faut avoir un autre regard, savoir que dans ce secteur d'activité économique qui s'appelle l'artisanat, qui a la force, capacité d'avoir des acteurs dans la pêche, dans l'agriculture, dans les mines. Ne vous en faites pas, les bijoutiers ont pour matière première les mines. Quand ils sont structurés, c'est leur matière première. Ils transforment l'or en bijoux, ils transforment l'argent en bijoux. Mais ces acteurs-là, bien encadrés, ils intègrent ce que j'ai dit tout à l'heure, l'industrie de leur métier. Et un pays qui développe, ne fût-ce que 5 corps de métier, l'élève au niveau d'une semi-industrie de transformation, ce pays-là économiquement est assis. Voilà, une question qui vient toujours à l'esprit. Est-ce que l'artisanat, dans cette période de crise, financière, est-ce que l'artisanat vraiment est en train de s'accroître ou bien c'est en train de... L'avantage pour tous les pays de l'Afrique qui traversent la crise, leur bonheur, c'est d'avoir leur artisanat. Que les acteurs, les spécialistes de l'économie appellent même l'amortisseur social. Voyez-vous, l'artisanat apporte, quand il y a la crise, il y a des soucis en termes d'emploi, en termes de comment subvenir à tel ou tel besoin, comment survivre et autres. Mais l'artisan est là pour vous apporter l'apaisement. Parce que peu importe la crise, tous les services de l'artisanat ont un prix abordable à tous les citoyens. Malgré la crise, les gens vont toujours se coiffer. Malgré la crise, les gens vont toujours avoir un meuble à la maison. On aura toujours un lit. L'instinct de l'homme aime le bon décor. Malgré la crise, il y aura toujours les fleuristes. Et vous avez fait un tour au marché de plateau, là où il y a des artisans, vous avez vu la qualité des fleurs qui sont produites. C'est les mêmes fleurs que vous allez retrouver dans toutes les églises pour la déco. Donc malgré la crise, l'artisan est toujours présent. Au contraire, il permet de fois d'oublier qu'on est réellement en crise. Et quand on sort de crise, c'est là où il faut regarder l'artisan autrement. Il faut vraiment regarder l'artisanat autrement. Je pense pour les États africains, les pays comme les nôtres, on ne peut pas montrer autre chose à l'économie mondiale que notre artisanat parce que les autres ont tout développé de l'économie. Sauf que l'artisanat, chaque pays a sa particularité. C'est le patrimoine culturel, c'est l'identité culturelle même. C'est-à-dire la technique de production des meubles de chez nous est différente de tous les pays du monde. On est voisin de la RDC, mais on ne fait pas l'artisanat de la même façon. C'est ça la magie de l'artisanat. Quand vous rentrez dans un salon comme le SIAC, le salon de l'intervention de l'artisanat de Cameroun, vous voyez la créativité. Vous avez même une espèce de bicyclette en bois. Tout est bois. C'est ça le génie des artisans. Et ça, c'est l'artisan qui peut faire ça. S'il y a un environnement là où chaque jour c'est de l'innovation, c'est bien dans l'environnement de l'artisan. Le meuble que tu prends aujourd'hui, demain c'est un autre. C'est tout en changeant. Et vous avez vu dans mon bureau, ça, c'est des fleurs sèches. C'est des feuilles de maïs transformées en une autre qualité de fleurs et c'est impérissable.
tout le temps que je suis ici, je ne suis pas censé changer. Mais je suis censé changer parce que l'artisan qui a produit ça, s'il vient aujourd'hui, ça c'est dépassé. C'est ça. On peut dire que l'artisanat contribue aussi au rayonnement économique de notre pays alors. Mais exactement. L'attractivité touristique dépend de la qualité de l'artisanat. Quand tu arrives dans un pays, tu veux repartir, tu cherches un souvenir spécifique qui n'est pas chez toi. Tu vas venir au Congo acheter une chemise Pierre Cardin. C'est pas possible. Tu vas montrer à qui? Tu es obligé de chercher quelque chose que tu dois présenter à tes amis comme petit souvenir pour dire ça, j'ai eu ça au Congo. C'est-à-dire le tableau qui est là, il n'y a qu'un artisan congolais qui peut être passionné des éléphants. Parce que l'artisan américain a une autre passion dans sa forêt. Mais nous, l'avantage, c'est que chaque animal constitue une passion pour une tribu précise. Et du coup, quand l'artisan peint, il y a des lions, il y a des girafes. Au fait, on peut communiquer sur la protection de l'environnement au travers de l'artisanat. Donc, comme je dis, on n'a pas encore fait une vraie réflexion sur ce que peut être l'apport de l'artisanat dans nos sociétés qui ne peuvent pas concurrencer les grandes sociétés occidentales très développées parce qu'eux, ils ont déjà expérimenté beaucoup de choses. Vous regardez même, ils sont en train de revenir vers nous en parlant bio. Bio veut dire quoi? C'est les ceintures maraîchères de nos artisans, c'est l'élevage de nos artisans. L'effort que nous devons faire, c'est de faire prendre conscience aux acteurs de l'artisanat que vous êtes artisan, soyez fiers. L'artisan français est fier d'être boucher, d'être électricien, d'être plombier. Et la communauté est fière de dire je vais chez le boucher. Chez nous, on a même honte de dire je vais chez le tailleur. Comme si il faut dire que je vais dans un grand supermarché acheter mes habits. Alors qu'il faut être fier de dire je vais faire du sur-mesure chez le couturier du coin. C'est toute une culture. Et il faut qu'on arrive à transformer nos propres mentalités, nos habitudes. Il faut reconnaître que on a des mauvaises habitudes, c'est-à-dire notre brassage avec le monde occidental nous a fait oublier que nous, on a des choses à présenter à l'Occident. On pense qu'on doit tout emporter. Alors l'inverse doit se produire. Regardez comment les Occidentaux sont fiers de porter le pagne africain. Bien qu'on dise oui, le pagne est fabriqué, d'accord. Quand on parle pas l'Africain, ce sont les Africains qui ont la conception de transformer le pagne de plusieurs façons. Et les Blancs et les étrangers aiment bien porter le pagne africain en période d'été, on aime bien. Et quand un Africain est en habit de pagne, il est toujours beau. Voilà. Nous avons organisé, le Congo a organisé le sommet sur investir en Afrique. Ouais. Je crois bien que vous avez suivi les accords entre une société chinoise pour réhabiliter, renouveler l'usine de palme. Ouais. Vous êtes artisan. Ceux qui font les palmes, ce sont les artisans. Ouais. Donc, quel est votre sentiment par rapport à ce contrat, par rapport à ce partenariat? C'est une bonne nouvelle en termes de création d'emplois, en termes de création de recherches, en termes de développement économique. C'est aussi une bonne nouvelle en termes de rapprochement d'une matière première importante de notre artisanat. On ne peut pas parler de la mode s'il n'y a pas le pagne, s'il n'y a pas le tissu. Parce que l'usine textile ne produit pas que les pagnes qu'on a coutume de voir, ça produit les tissus. Donc c'est la matière première de l'industrie de la mode qui s'installe chez nous. On ne peut qu'être content. On ne peut qu'être content. Donc je pense que c'est parmi les bonnes nouvelles de ce forum. Les bonnes nouvelles de ce forum. Voilà. Dernière question, quel conseil donneriez-vous aux artisans qui préfèrent se mouiller dans l'informel? Bon, il est difficile d'apporter conseil aux artisans dans ce sens. Tout ce qu'on peut dire à ces artisans, rapprochez-vous de votre agence qui est votre maison pour des conseils en termes de formalisation. Mais dire aux artisans qui se mettent, généralement les artisans veulent qu'on s'intéresse à eux. Et ce conseil-là, je suis mal placé parce que mon agence a pour mission d'aller vers. Donc je ne peux que lancer un appel
de dire aux artisans que l'Agence nationale de l'artisanat existe. C'est leur partenaire administratif, c'est leur partenaire financier, c'est leur partenaire marketing, c'est leur partenaire de communication, c'est leur partenaire de développement de leur métier. C'est l'appel que je dois faire, mais pas un conseil en termes de... Parce que c'est ma mission d'aller vers. En tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir... C'est moi qui remercie votre magazine.